Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 28 octobre 2020, Macky Sall met fin aux fonctions de tous ses ministres. Un remaniement est attendu dans les prochaines heures. Décision prise lors du Conseil des ministres de ce mercredi. La publication des contrats extractifs à partir du 1er janvier 2020, annonce de la présidente de l'ITIE, c'était en marge d'un atelier de mise à niveau pour la presse et la société civile. Le professeur Aomari Kolsek a pris part au dialogue parlementaire de haut niveau entre le Sénégal et la Mauritanie autour du projet Grand Tortue Arméine GTA. Le calife de la famille omarienne condamne avec la dernière énergie les caricatures du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Thierno Madani Tall estime qu'une offense au prophète de l'islam en est une pour toute la Oumma. Maoulidoul Nabi, justement, célébrait ce jeudi au Sénégal la naissance du prophète Mohamed. À Medina Baye, des dizaines de pirogues ont accosté au port de Kaolack en provenance des îles du Saloum. Découverte, votre rendez-vous du mercredi. Ce soir, Ourossogui, cette localité du nord du Sénégal qui date du XVIIe siècle. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Avec ces 4 décrets qui sont tombés ce mercredi au terme du Conseil des ministres. D'abord, celui mettant fin aux fonctions des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement sénégalais. Vous en avez eu la primeur d'ailleurs sur cette antenne et sur nos supports. Celui mettant fin aux fonctions de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, celui mettant fin aussi aux fonctions du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et un dernier remerciant le secrétaire général du gouvernement. Le communiqué indique que les ministres et secrétaires d'État sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes en attendant la mise en place du nouveau gouvernement. Nous revenons justement sur le premier élément, la dissolution du gouvernement intervenu aujourd'hui. Macky Sall a remercié l'ensemble de ses ministres en conseil. Avec moi dans ce studio, Hassan Gueye. Hassan, bonsoir. Bonsoir. Alors Hassan Gueye, comment comprendre justement cette décision du président Macky Sall à ce moment précis? Oui, Khalifa, donc le changement, c'est une loi de la vie. Tout se fait et se défait constamment. Le changement auquel on vient d'assister aujourd'hui, donc on est en train d'assister, c'est tout sauf une surprise malgré les slogans qui sont répétés en boucle, notamment fast track, émergence, accélération, relance. Le sentiment le mieux partagé, c'est que l'immobilisme et la sclérose se sont installés dans le pays. Le remaniement annoncé donc aujourd'hui se prépare depuis plusieurs semaines, voire des mois, et des gens ont même été consultés et vont figurer dans le gouvernement d'après les informations qu'on a pu avoir. En réalité, cette équipe était à bout de souffle, Khalifa, inaudible, voire inefficace, toute proportion gardée. Et si on lit bien les événements actuels, on voit mal comment cette équipe pouvait encore durer face à l'hécatombe que constitue l'émigration clandestine et les aveux d'impuissance qui se sont succédés de la part de nos autorités. Avec ce phénomène, le Sénégal est aujourd'hui une des risées du monde, c'est-à-dire tout le monde, même nos voisins, sont en train de se moquer de nous. Les Sénégalais sont très choqués par le fait que nos enfants soient les damnés de la terre et même de la mer et sont engloutis dans le ventre de l'Atlantique. Aucun gouvernement, Khalifa, ne peut survivre ou être crédible face à une telle calamité. En outre, il faut le dire, il y a les ravages du coronavirus sur l'économie, sur le social, même si le virus, ces derniers temps, semble être contenu, le mal est déjà fait. Le coronavirus a quasiment bousillé, entre guillemets, le second mandat du président de la République. Maintenant, il ne faut pas se bercer d'illusions, Khalifa. Une équipe aussi compétente soit-elle ne peut être efficace s'il n'y a pas de cap, s'il n'y a pas de lisibilité, s'il n'y a pas
d'horizon. Si l'équipe est trop nombreuse, ça ne marchera pas. S'il y a des conflits de compétences également, ça ne marchera pas. Et pour finir, pour la formation du nouveau gouvernement, la seule moralité qui vaille, c'est qu'il faut en finir avec ce qu'on pourrait appeler la bouillie politique, c'est-à-dire la politique politicienne. Les Sénégalais en ont assez des confettis et des stratagèmes. Ils veulent des représentants avec beaucoup de technicité, des représentants qui travaillent leur dossier matin, midi et soir et qui délivrent immédiatement des résultats. Merci beaucoup Hassan Gueye pour cette lecture. Tout à fait autre chose, faciliter l'accès à l'information liée aux ressources extractives. C'est l'une des préoccupations de l'ITIE, le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, a réuni journalistes et sociétés civiles dans ce sens. La présidente de l'ITIE a annoncé à l'occasion la publication des contrats extractifs dès le début de l'année prochaine. C'était en marge du dialogue parlementaire de haut niveau entre le Sénégal et la Mauritanie autour du projet GTA. Compte rendu Seydina Mbaye et Aminata Ba. C'est un atelier qui vise à orienter les journalistes sur la manière d'obtenir des informations fiables sur les contrats extractifs. Des contrats qui doivent être divulgués à compter du 1er janvier 2021, selon la présidente de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE. Pour elle, c'est une obligation dans les pays mettant en œuvre l'ITIE. Faire une formation ou un renforcement de capacité pour la société civile et les journalistes, cela nous permet de pouvoir parler le même langage, de pouvoir partager des informations et de pouvoir comprendre comment étudier aussi les contrats qui sont faits avec les entreprises, notamment étrangères. On parle justement de contrats et de la lecture des contrats. Si vous regardez le site ITIE, vous verrez qu'il y a déjà beaucoup de contrats qui sont publiés. C'est-à-dire que nous, on a commencé à publier les contrats bien avant même la mise en œuvre de l'exigence. L'exigence, c'est 2021. Mais déjà, au niveau du Sénégal, les contrats ont été pratiquement tous publiés et mis sur les sites, soit de l'entreprise, soit de l'ITIE, soit des ministères concernés. C'est dire donc qu'on est sur une voie qui nous permettra sans problème de vraiment mettre en œuvre cette exigence-là. Le problème qu'on a, et c'est pour ça que ce séminaire se tient, c'est que je suis sûre, ni vous ni moi, nous sommes prêts à regarder 500 pages de contrat. Quels sont les mots-clés? Quelles sont les parties importantes? Quels sont les éléments qui nous permettent de juger ou non un contrat? C'est ça qui est important. Donc il faudra qu'on discute de tout ça et peut-être qu'on ait la même compréhension des choses. La bonne gestion des ressources pétrolières, gazières et minières, un défi à relever pour le Sénégal. La Mauritanie prône une mutualisation des forces. C'est une seule famille et que les défis sont communs. Comme on a la même destinée, on a les mêmes défis. Et je vous donne l'exemple de la gestion de la découverte du siècle de GTA Grand Tortue Ahmeyim. C'est une aubaine, ça a créé un tournant, ça a suscité beaucoup d'intérêt dans le monde. Et si nos deux pays n'arrivent pas à s'organiser de manière à ce que le contenu local et le transfert de compétences et les retombées soient de l'autre côté, on finira par prendre toutes nos ressources et par la suite, on ne sait jamais, ça peut ouvrir à des dégâts. Marie Coll Seck a salué la tendance baissière de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. C'était en marge de cette rencontre l'ancienne ministre de la Santé qui estime que les autorités ont bien pris en charge ou ont plutôt pris des bonnes décisions depuis le début de cette pandémie. Elle a particulièrement apprécié l'approche communautaire. Écoutez. Nous avons aujourd'hui, au plan international, une reconnaissance du Sénégal comme étant un pays leader dans la lutte contre le Covid-19.
ou la Covid-19. Moi, je peux dire qu'il y a beaucoup d'éléments forts qui ont permis cela. Et je vais en citer quelques-uns. La première chose, c'est quand même le leadership politique qu'il y a eu au Sénégal. Vous savez que dans certains pays, on a nié l'existence de Covid. Le Sénégal, avant même que le premier cas ne soit déclaré, nous avions prévu un conseil présidentiel. Donc c'est dire que ça c'est important pour un pays. La seconde chose, c'est que malgré le système de santé qui n'est pas un système de santé au top, il y a quand même eu là aussi un bon leadership. Et un leadership qui, à mon avis, s'est basé aussi sur l'expérience que nous avons eue de la lutte contre plein d'autres épidémies comme la fièvre jaune ou même comme Ebola. Et la création d'un centre des opérations d'urgence. Nous avons aussi un service de maladies infectieuses qui performant. Le Sénégal a été un pays où en 24 heures, 48 heures, on a les résultats des tests. Moi, je peux vous dire, pour des cas que je connais, la communication a été un élément fort. Vous avez tous contribué à cela. Justement, le point de situation de ce mercredi 20 octobre 2020, sur 721 tests réalisés, 11 sont positifs, 3 cas contacts suivis, 1 cas importé, 7 cas communautaires, 128 patients guéris. Depuis le début de la pandémie, le Sénégal a enregistré 15 582 cas positifs, dont 14 565 guéris. Et donc 322 décès. Santé toujours avec le cancer du col de l'utérus. La LISCA est préoccupée, surtout du côté de la banlieue. La Ligue sénégalaise contre le cancer révèle 300 cas confirmés sur 1500 dépistages. L'organisation plaide pour la gratuité du traitement pour accompagner ces femmes. La LISCA était à Keur Massar dans le cadre de la campagne Octobre Rose. Mamadou Lamine Fati. Le cancer constitue de nos jours l'une des principales causes de décès. Dans la banlieue, 1500 femmes ont été dépistées du cancer du col de l'utérus. Une initiative de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Nous avons démarré d'abord nos consultations au niveau du siège avec plus de 4300 femmes dépistées depuis le 1er octobre à nos jours. Le site de Keur Massar qu'on n'a pas encore mis en compte, nous avons dépisté 1500 femmes et c'est important pour nous. La LISCA plaide pour une gratuité des soins face à la cherté du traitement. La prise en charge du cancer est assez onéreuse. C'est des maladies à soins coûteux comme on les appelle. Le cancer, aujourd'hui, pour faire un traitement du cancer, il faut dépenser des millions. Donc la LISCA a fait le plaidoyer auprès quand même de la plus haute autorité de ce pays, où nous avons obtenu déjà la gratuité sur la chimiothérapie des 2 cancers, à savoir le cancer du sein et le cancer du col. Déjà, c'est un pas en avant. Mais nous ne comptons pas nous arrêter à ce point. Notre objectif, nous, la LISCA, c'est de pouvoir obtenir la gratuité totale sur tous les traitements concernant le cancer. Au-delà des soins, un accompagnement psychosocial est souhaitable pour les malades qui vivent difficilement leur maladie, en famille pour certains. Mamadou Lamine Fati, la LISCA tire un bilan plutôt satisfaisant à quelques jours seulement de la fin de cette campagne Octobre Rose, campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l'utérus, cancer du sein. Plus de 5000 femmes dépistées selon la présidente, Dr Fatma Guenoune, qui souligne que la pandémie de coronavirus n'a fort heureusement pas impacté la campagne. Elle était l'hôte des femmes du domaine industriel de Diamniadio. Écoutez-la au micro de Babacar Seck. À la date d'hier après-midi, on était à 5000 femmes examinées et à 2000 bons de mammographie subventionnés, distribués. Et donc, en fait, cette année, c'est plus que ce que nous faisions habituellement. En période de pandémie, on s'était dit qu'on allait consulter tous les jours, mais tous les jours c'est assez difficile, mais tous les jours c'est beaucoup de femmes qui viennent à nos activités. C'est-à-dire ces consultations, on ne voulait pas regrouper en un jour beaucoup de femmes pour respecter la distanciation, mais là on a eu beaucoup plus qu'habituellement.
Là, je me réjouis parce que déjà, c'est l'engagement du président de la République qui a demandé vraiment à ce que tout le monde s'inscrive dans la dynamique d'Octobre Rose, surtout pour dépister, sensibiliser sur le cancer du sein et aussi sur le cancer du col. Et je pense que tout le monde adhère à la cause, adhère à Octobre Rose. Nous changeons de cap pour parler des migrations clandestines avec Soumbédioune qui se dit favorable à la criminalisation du convoyage de candidats à l'immigration clandestine sur les tentatives d'explication de la recrudescence du phénomène actuellement au Sénégal. Beaucoup d'entre eux pointent du doigt la rareté du poisson à côté d'une certaine responsabilité de l'État du Sénégal à leurs yeux. Reportage de Seydina Mbaye et Aminata Ba. Au quai de pêche de Soumbédioune, les gens de la mer sont interrogés au sujet du retour de l'immigration irrégulière. Ils font mine de comprendre l'attitude des candidats au voyage par le biais des pirogues. Parce que clandestin mënoo ko wax sans mool mais ñun mool dañuy dem ba seen biir dañu gisatul lu tax lu jar ñun ñu toog fii. Nous sommes fatigués de ce travail qui n'est pas rentable. C'est très difficile de trouver du poisson dans la mer à cause des bateaux étrangers. ay bateau di la wër di mbaal loolu mooy pexe jeex na. sa mbokk tukulóor yi dañ doon jógee université di jàng bu ñëwee ñu may leen ci bañ kontaan gis ngeen ko léegi lii xam nga fajul gàcce ba ñuy dëkk fi mu toll nii day dem di naxante bala mu fiy jógee ñu julli timis ba pare. Ce que nous gagnons ne peut pas subvenir à nos besoins. C'est pourquoi certains prennent les pirogues. Entre Mbour et Joal, il y a beaucoup de navires étrangers d'origine italienne ou même chinoise. Nous ne pouvons plus travailler dans ces conditions car nous ne gagnons même pas la moitié. Les pêcheurs invitent ainsi les pouvoirs publics à soutenir la pêche artisanale. Que le président Macky Sall diminue le prix des pirogues de fibre en verre, que le ministère de la Pêche arrête de donner les licences de pêche aux bateaux étrangers, c'est ainsi que l'on peut organiser le secteur de la pêche et donner beaucoup plus de moyens aux pêcheurs pour arrêter ce fléau. Le président du comité local des pêcheurs de Soumbédioune soutient l'idée de criminaliser les agissements des passeurs. Ce qu'ils font, c'est illégal. Il y a de l'illégalité déjà. Parce qu'ils sont en train de mener des gens dans la clandestinité. Et la clandestinité est un crime. Vous prenez des gens qui ne savent pas la mer, qui ne connaissent pas la mer. Vous leur demandez une certaine somme pour vous le faire monter dans des pirogues, sans gilet de sauvetage, sans aucune mesure de sécurité. Donc vous êtes en train de sacrifier des vies. Mais c'est sûr, pour arrêter ce fléau, il faut faire des sanctions, et des sanctions très graves. Mais s'il n'y a pas de sanctions, les gens vont... Le phénomène de l'immigration irrégulière a repris de plus belle sur les côtes sénégalaises. Les pêcheurs que nous avons rencontrés exhortent le gouvernement à créer les conditions d'épanouissement de la jeunesse sénégalaise dans son pays. La recrudescence de ce phénomène qui inquiète Doudou Bibi Ndiaye, consultant, l'invité de la matinale de e-radio, interpelle les autorités et estime d'ailleurs que les solutions sont bien à portée de main. Écoutez-le avec Sophia Bamoussafal. Ça ne nous honore pas, bien que l'État a tout fait pour créer des emplois pour les jeunes. Ils ont tout essayé, mais jusqu'ici, ça tarde à prendre. Alors que nous avons un cabinet qui s'appelle Afritex, des consultants de mon âge, junior. On a un programme, un plan d'action stratégique pour créer des emplois au Sénégal. Ça fait plus de 10 ans que nous en parlons. Nous avons essayé d'avoir des interlocuteurs, mais jusqu'ici, on n'a pas été entendu. Alors, c'est une bombe. L'emploi des jeunes, le chômage des jeunes, c'est une bombe sociale à retardement. Les gosses sont en train de jouer à la loterie entre Barça ou Barsakh. Et nous avons des solutions concrètes que nous pouvons
développer dès à présent. Quelles sont ces solutions? Et pour trouver de l'emploi aux jeunes, il faut d'abord organiser les populations dans une économie sociale, collaborative et solidaire. Emploi au Sénégal, un échec permanent. La problématique était au cœur de la matinale de E-Radio de ce matin. L'économiste et expert en stratégie de développement Moustapha Diakhaté juge que l'État devrait certes redoubler d'efforts, mais à côté, les jeunes devraient pour leur part saisir les opportunités des mécanismes de financement. Écoutez. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut s'inquiéter ou qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais je pense qu'il y a des efforts qui sont déployés par l'État, par l'administration, pour créer des opportunités pour les jeunes. C'est notamment le lieu de rappeler qu'il y a la délégation en entrepreneuriat rapide qui est là, il y a l'ANPEJ qui est là, il y a également toute une batterie de mécanismes existants pour permettre à ceux qui ont des projets de trouver les financements nécessaires et les financements adéquats. Je pense qu'il y a également une formation ou des mécanismes et des programmes de formation qui sont disponibles. Je pense qu'il appartient maintenant aux jeunes de voir comment finalement profiter de toutes ces opportunités pour trouver l'emploi ou les opportunités qui puissent leur permettre de s'insérer dans l'économie. Je pense que légitimement, l'État déploie des efforts. Comme je l'ai dit, il y a des agences qui sont là, il y a des mécanismes de financement qui sont là, il y a des programmes de formation qui sont là, il y a des encadrements qui sont disponibles, souvent gratuitement pour les jeunes. Il appartient maintenant aux jeunes de pouvoir les capter et de pouvoir les saisir. Nous parlons médias à présent avec le tribunal des pairs du CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, qui rend ses toutes premières décisions. 6 affaires étaient sur la table. Il s'agit de 2 autosaisines et 4 plaintes. Des avertissements ont été émis à l'encontre des médias incriminés. Samba Dialimpa Badji est le secrétaire à la communication. Au micro de Boubacar Dieng, nous l'entendrons certainement dans nos autres éditions à venir, le bulletin de minuit notamment. Caricature du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, le calife de la famille omarienne condamne avec la dernière énergie Thierno Madanital, qui demeure partisan, dit-il, de la paix en toutes circonstances pour le plus grand bien, dit-il, de l'humanité. À ses yeux, offenser le prophète de l'islam, c'est offenser toute la Oumma. Déclaration lors de la clôture du Bourde. Écoutez-le au micro de Bachir Sow. Je suis vraiment indigné et je condamne fermement les propos du président Emmanuel Macron. Je rappelle au président français que s'il y a un être humain sur terre qui mérite le prix Nobel de la paix, c'est le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. De par sa démarche pour la paix, son amour du prochain et son désir de protection des couches vulnérables et plus particulièrement des pauvres. Je demande par ailleurs aux Occidentaux de revoir leurs approches impérialistes, de vouloir imposer leur culture. La violence verbale est à l'origine de la violence physique pour le descendant d'El Hadj Omar Foutiyou Tall. Et je rappelle que celui qui offense le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, offensera toute la Oumma islamique. Respectez notre religion et travaillez à promouvoir la paix. Défendez la paix en toutes circonstances pour le plus grand bien de l'humanité. Je demande enfin au président Macron de présenter ses excuses et d'agir en responsable. Medina Baye, Kaolack, tout est fin prêt pour le succès du Gamou édition 2020. Les dispositifs sanitaires et sécuritaires sont déjà en branle. Les fidèles affluent de partout. Des centaines de disciples ont déferlé des îles du Saloum, une occasion qui conforte justement sur place la nécessité de moderniser le port de Kaolack. C'est l'avis du président de la chambre de commerce de la localité. Moustapha Gueye et Adam Assar, reportage. Nous sommes au port de Kaolack. Il est 9h
les premières pirogues en provenance des îles du Saloum débarquent. 30 minutes plus tard, les autres pirogues accostent. Après plusieurs heures passées en mer, cette fidèle de Baye Niass est comblée. Je suis très contente parce que je suis arrivée à Kaolack et je prie pour que cette maladie de coronavirus disparaisse. L'histoire entre le fondateur de la Fayda Tidjane et ses insulaires date de plusieurs années. Baye ñëw na fa 1963 dëkk bu ñuy wax Diamniadio fa la fanaan bërset mu dem Djirnda. En 1963, Baye Niass est venu à Diamniadio et à Djirnda et il avait prédit qu'un jour viendra, la Fayda Tidjaniya se répandra dans toutes les îles du Saloum. Pour le président de la Chambre de commerce de Kaolack, cet événement est important. Cela doit pousser les autorités à moderniser le port de Kaolack. Quand il y a le Magal, quand il y a les gamous, les policiers et tout sont sur les routes. Donc la mer doit être mieux encadrée, sécurisée avec des hélicoptères et tout cela. Et en même temps, refaire le port pour que le port soit un espace d'accueil. C'est à travers ces pirogues venus de plusieurs îles du Saloum que ces centaines de fidèles Niassènes ont rallié la ville de Kaolack. Ces talibés de Baye Niass n'ont qu'un seul objectif, célébrer la nuit de naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à Medina Baye. Almassar, priez pour nous. À Thiénaba, tout est fin prêt. Thiénaba, déjà dans l'effervescence du Gamou 2020, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour les derniers réglages. Thiénaba, qui perpétue ainsi le legs de Mam Amarindak Sek. Thiénaba célèbre le Mawlidoul Nabi depuis 141 ans. Isidore Alexandre Sen. L'hymne de Thiénaba pour accueillir les pèlerins. Oui, ici à Thiénaba, c'est important d'y faire un tour. Voilà le sens de ce zik. La cité de Mam Amarindak Sek ne déroge pas à la règle. Elle va célébrer la naissance du prophète comme les éditions précédentes. Thiénaba est l'œuvre de Mam Ahmadou Ndak Sek qu'il a fondée en 1882. Et depuis, on célèbre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, comme les années précédentes, Thiénaba va célébrer le Gamou. Ici, l'on n'oublie pas les recommandations du calife dans un contexte de pandémie. Le calife recommande aux fidèles de respecter les mesures barrières. Le port du masque est obligatoire. 300 jeunes sont déjà mobilisés pour l'organisation et ils veilleront au respect strict du protocole sanitaire. La célébration du naissance du prophète Mohammed, c'est aussi les affaires. Après le Grand Magal, beaucoup de commerçants érigent domicile à Thiénaba, faute de ne pas pouvoir aller à Tivaouane. Nous restons avec le président du comité d'organisation qui salue l'engagement des services de l'État sur place, électricité, eau et sécurité. Le gouvernement a répondu favorablement aux demandes de Thiénaba pour un bon déroulement du Gamou. Voici El Hadj Diop au micro d'Isidore Alexandre Sen. Nous rendons grâce à Dieu, mais les préparatifs vont bon train. Vraiment, on est dans une situation vraiment très favorable à la demande, aux besoins exprimés par le comité, par le calife de Thiénaba, Baye Abdourahim Seck, mais aussi par le comité d'organisation. On a eu plusieurs points, mais les points saillants, c'est l'hydraulique, c'est la santé, c'est l'électricité. Je crois que aussi au niveau de l'organisation, sur le terrain, vous avez vu beaucoup de camions qui circulent, beaucoup de gens qui circulent. Donc vraiment, on est très optimiste par rapport à ce que l'État devait nous donner comme besoin. En tout cas, de ce point de vue, nous sommes vraiment très optimistes. Je crois qu'aujourd'hui, demain, Inch'Allah, tout sera fin prêt et on aura tous les besoins. En tout cas, l'État a mis le paquet sur l'électricité, sur la santé surtout. Le ministre de la Santé était là avant-hier pour rendre visite au calife, mais aussi la Sénègue, le directeur général de la Sénègue était là pour voir les travaux qui se passent au niveau de Thiénaba. L'hydraulique ici est en train de faire du bon travail. Peut-être qu'on manque un peu d'eau,
mais à cause de quelques pannes du forage, mais ça a été réalisé. Hier, les techniciens de l'hydraulique ont travaillé jusqu'à 5 h du matin pour dépanner le forage numéro 1. Côté sécurité, je crois que cette année, on va recevoir 200 éléments de la gendarmerie. Tivaouane, d'habitude attraction du Gamou, ne célèbre pas la nuit du Mawlidoul Nabi en présentiel cette année, bien entendu en raison de la pandémie de Covid-19, tout comme certains foyers religieux. Un réel manque à gagner pour les transporteurs, comme en atteste ce reportage à Colobane de Moussa Fall et Alassane Niang. Nous sommes à la gare routière de Colobane, mais le décor est différent de celui des années précédentes en cette période de la célébration du Mawlud. Franchement, rien ne marche actuellement. Avec l'annulation du Gamou, notre activité est au ralenti, mais nous n'y pouvons rien, c'est la volonté divine. Beaucoup saluent l'annulation de la célébration du Gamou de cette année dans certaines villes saintes à cause du contexte de pandémie. C'est le cas de ce chauffeur. D'habitude, à cette période, nous programmions tout pour nous rendre à Tivaouane, mais cette année, tout a changé. Comme vous le voyez vous-même, à l'instant où je vous parle, on n'a pas encore vu de clients. Imbo emboîte le pas de son prédécesseur et demande à ses amis chauffeurs de rendre grâce à Dieu. Je demande justement à mes camarades de chauffeurs de rendre grâce. Mais vraiment, le Mawlud de cette année est très différent des années passées, car nous faisions 3 ou 4 voyages entre Dakar et Tivaouane, mais cette année, ce n'est pas le cas. La pandémie du Covid-19 a impacté tous les secteurs, mais à quelques jours de la célébration du Gamou à Kaolack, les chauffeurs de la gare routière de Colobane invitent les transporteurs à plus de prudence pour éviter les accidents. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur ITV. Au revoir.